Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Télé Sud sur le plateau de ce nouveau monde, un monde qui change si vite, c'est un manège endiablé, on peine à y garder ses repères, c'est grisant, mais vaut mieux avoir un bon guide pour ne pas s'égarer justement. Et merci donc à Richard Labévière de jouer ce rôle, d'avoir pris la peine de venir sur ce plateau. Vous courez des risques, c'est bien. Alors vous êtes le fondateur de Proche et Moyen-Orient.info. .ch. .ch. Comme Confédération helvétique. Confédération helvétique, il est hébergé en Suisse. Ouais, il y en a qui ont leur argent en Suisse, lui il a ses infos en Suisse. Non, c'est pas pour la raison fiscale, puisque Genève, comme vous le savez, est le siège européen des Nations Unies. Et donc Genève, petite ville, et donc accueille beaucoup d'organisations internationales et d'ONG. C'est la raison de notre implantation. Vous avez un bon prétexte. Et alors, c'est aussi un officier de réserve, c'est aussi un spécialiste des questions de défense, officier de réserve dans la marine. Marine nationale. La marine nationale, bien sûr, la royale. Quand j'étais petit, quand je faisais des tours de manège, moi, je préférais prendre les avions. Mais j'aimais bien les bateaux, mais je préférais prendre les avions, celui qui monte et qui descend. Et donc, on va commencer cette émission avec la vente des chasseurs-bombardiers Rafale à la Grèce. 18 appareils neufs et d'occasion qui ont été prélevés sur le stock, sur les réserves de l'armée de l'air. Des ventes donc de ces Rafales à la Grèce avec leurs missiles et leur maintenance, tout ça fait un contrat de 2,5 milliards d'euros. C'est pas négligeable. C'est surtout un contrat en coup de vent. Pour les Rafales, c'est bien. Il a été négocié en 4 mois. C'est sans précédent. Et ça soulève en tout cas des tas de questions intéressantes. D'abord parce que c'est la France qui s'est portée au secours de la Grèce quand celle-ci s'est sentie menacée par les forages que les Turcs opéraient dans ses eaux territoriales à la recherche de gaz. Et c'est parce que la France a été ainsi solidaire de la Grèce qu'elle a sans aucun doute décroché ce contrat. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux l'hypothèse d'une guerre entre deux alliés de l'OTAN, théorique, entre Athènes et Ankara? Vous y croyez ? Non, un conflit ouvert, certainement pas, puisque il y a quand même des lignes rouges, et ne serait-ce que les pressions que les États-Unis peuvent exercer à l'encontre de la Turquie, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique et diplomatique. Donc un conflit ouvert, non, mais certainement des crispations récurrentes, non seulement en Méditerranée orientale, mais sur la question libyenne et sur d'autres... Ça, c'est avec l'Europe. Mais avec la Grèce, on est dans une phase de dialogue, là, visiblement. Oui. On essaie de se voir, on essaie de se parler, mais ça ne donne pas grand-chose. Mais est-ce que vous pensez que demain, Recep Tayyip Erdogan peut prendre à témoin son peuple en disant « Regardez, on a fait des tas d'efforts, on a essayé de leur parler, on n'arrive à rien », et claquer la porte et occuper, par exemple, l'une de ces îles grecques qui sont tout à côté de son littoral et qui interdisent à la Turquie de revendiquer une grande part des réserves de gaz et de pétrole que l'on croit en sous-sol en Méditerranée. Il a proféré cette menace à plusieurs reprises, mais surtout, le discours de Recep Tayyip Erdogan, c'est de jouer sur, je dirais, cette dimension néo-ottomane, mais surtout sur l'idéologie des frères musulmans. Et donc, il surjoue la carte religieuse, affirmant que l'islam est menacé par les pays occidentaux et notamment par l'Union européenne. Alors, la Grèce vient de rallonger son service militaire, de recruter 15 000 hommes, d'augmenter de 60% son budget d'acquisition multiplier par 5 son budget d'équipement et d'augmenter de 60% son budget global de la défense. Ça veut dire que les Grecs, eux au moins, prennent la menace turque très au sérieux. Au sérieux, hein. Oui, absolument. Ils y croient. Oui, parce que quotidiennement, il y a des incidents qui ne sont pas toujours rapportés par les médias, mais il y a des incidents maritimes essentiellement et des survols de chasseurs turcs presque quotidiennement dans... Alors, à quoi ça sert ces survols? On teste? Oui, on teste, on fait du renseignement, on voit jusqu'où on peut aller trop loin, si je puis dire, ouais. Et donc on affirme une puissance, on affirme l'aspect opérationnel d'un dispositif militaire qu'on peut engager. On montre qu'on a une armée qui est capable de voler. Exactement. Ouais. Et il est clair que de ce point de vue-là, l'aviation, l'armée de l'air et la marine turque sont
je dirais, négligeables. C'est pas un tigre de papier. Non, c'est ça. Est-ce que ça veut dire par ailleurs, si les Grecs s'inquiètent, que l'OTAN n'est plus à la hauteur, à leurs yeux, pour les défendre? Oui, bon, vous savez, souvenez-vous des déclarations du président Macron sur l'OTAN, grand corps malade ou autre. Comment dépasser? Oui, le problème de l'OTAN, c'est une alliance de défense qui, depuis la fin de la guerre froide, a perdu beaucoup de crédibilité et dont on ne voit pas très clairement les missions actuelles, si ce n'est que d'avoir soutenu quelques OPEX au Pakistan, en Inde ou en Afrique et autres. Mais son zone d'influence, oui. Mais sur l'Europe et ses confins, donc la Méditerranée orientale par exemple, est-ce que ça veut dire que avec Joe Biden comme avec Donald Trump, les alliés ne croient plus dans l'automaticité de la solidarité en cas de conflit? Je crois qu'au-delà du départ de Trump et avec l'arrivée de Biden, les choses vont pas... enfin, je veux dire, il y a un effet cargo qui se résume sur l'aspect financier, en disant Trump avait demandé aux Européens de participer davantage à l'effort financier de l'OTAN et d'équipements, parce que l'OTAN est un grand déverseur de matériel américain et que principalement les armées de l'OTAN, notamment je pense à l'armée polonaise ou autre, achetaient du matériel américain. Donc là, il y avait une dimension commerciale, politique, diplomatique, tout à fait évidente. Maintenant, il est clair que avec la multiplication plutôt d'accords bilatéraux, tant en Europe centrale que sur la Méditerranée occidentale, voire l'Afrique subsaharienne, oui. Cette alliance de défense perd beaucoup de sa pertinence bien au-delà de la fin de la guerre froide. Alors, sur les achats d'armes, ce qui est fabuleux, c'est que donc la France s'est mobilisée oui. En faveur donc, de la Grèce, et la Grèce se tourne vers la France au moment de se fournir en appareil. Il y a vraiment une politique de souveraineté d'une part, puisque la France n'a pas attendu que l'Europe se mobilise pour le faire. Et par ailleurs, il y a, en achetant français plutôt que en achetant des F-35 ou des F-18, de la part de la Grèce, il y a là aussi une façon de s'affranchir de ce parrain auquel on ne croit plus vraiment. Et puis de montrer qu'on a des possibilités plurielles, ouvertes. Oui. Mais disons que tout ça a été, je dirais, reconfiguré avec l'achat par la Turquie de batteries antiaériennes russes. Et ça, c'était une première historique dans l'histoire de l'OTAN, qu'un pays membre de l'OTAN achète du matériel russe. Alors on a dit que les Américains étaient furieux parce qu'ils prétendaient, je parle aux spécialistes de défense, que le fait d'avoir acheté des S-300, c'est-à-dire ce système donc de radar et d'acquisition de systèmes anti-aériens. Très performant, certainement le plus performant. Mettait en danger, en fait, les pilotes de F-35 et toute la sécurité, en réalité, des membres de l'OTAN. C'est vrai, c'est bidon? Oui, semble-t-il, c'est effectivement une crainte et des menaces techniquement avérées et vérifiées, prouvées par justement les spécialistes de défense antiaérienne. Alors, le fait que les Grecs, on va en finir avec mais quand même, le fait que les Grecs achètent du matériel français, c'est aussi une revanche pour la Royale, pour cette marine que vous aimez tant, puisque la frégate Courbet, que vous connaissez et où vous avez fait quelques séjours, la frégate Courbet a été au printemps dernier mise en joue, illuminée par les radars des missiles, des frégates turques qui croisaient au large de la Libye et qui protégeaient un convoi bourré d'armement destiné aux miliciens de Misrata, alors que les Français, eux, étaient dans un dispositif OTAN pour justement faire respecter cet embargo que personne ne respecte. Le fait d'avoir envoyé le Charles de Gaulle maintenant au large, là, et d'avoir ainsi imposé un peu de retenue aux Turcs, c'est formidable, on est payé de retour, non? C'est un fabuleux message politique. C'est-à-dire le Charles de Gaulle, un porte-avions, c'est l'arme de projection de puissance par excellence.
Et ce qui fait dire que dans l'usage de cette arme, ce qui pose la question d'un deuxième porte-avions, puisque il en faut deux. Oui, il en faut deux, parce que si on est dans le cadre d'une crise majeure où le bateau est au bassin, puisqu'il est 65% du temps il est opérationnel, le restant il doit faire des stages au bassin pour des révisions de son réacteur nucléaire, etc. Donc il y ait une présence permanente à la mer. Comme permanence à la mer du groupe aéronaval, comme du temps du Foch et du Clémenceau, quand un bateau était au bassin, l'autre était à la mer et inversement. Donc il faut deux porte-avions nucléaires français. Le président de la République vient de donner l'aval pour... Même à l'époque, même à la génération des drones, même à l'époque de la guerre électronique. Oui, absolument. En termes Vous n'avez pas l'impression d'avoir une guerre de retard? Non, les spécialistes estiment que le porte-avions comme plateforme de projection de puissance est pertinent selon l'évolution technologique et incluant les drones jusque dans l'horizon 2060-2065. On ne sera même plus là pour le vérifier. C'est ça qui nous afflige. Bon, alors résumons. C'est parce que les Américains ont laissé tomber Moubarak que le maréchal Sissi est allé se fournir en Rafale et non pas en F-35. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que les Émiratis ou les Indiens, parce qu'ils doutent comme ça du soutien américain, sont allés se fournir en Rafale? Oui, je crois que sur le plan géopolitique, de manière élargie, et c'est pas seulement dû à Donald Trump, mais les Américains ont perdu une certaine crédibilité, ne serait-ce que dans ces demandes réitérées à leurs alliés de financer les efforts de défense. Mais alors, ce qui est extraordinaire, Richard Labévière, c'est que ce contrat grec arrive au moment où toute l'Europe communie dans un regain d'atlantisme depuis l'élection de Joe Biden. Oui, donc ça, c'est l'effet, je dirais, de réaction du départ de Trump, qui était quand même un personnage un peu curieux. C'est terminé, la parenthèse est refermée. On revient à des relations bilatérales entre l'Europe et les pays européens et les États-Unis de manière un peu plus classique et un peu plus prévisible. Donc les gens sont un peu soulagés, le président Trump ayant quand même On va insister un petit peu sur ces questions d'armement, parce que la première décision qu'a prise Joe Biden et son administration, c'est immédiatement de suspendre la vente de F-35 à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Et donc, c'est du matériel qui ne sera pas livré. Et ce matériel, ce n'était pas simplement le respect du contrat signé qui est en jeu. C'était un deal beaucoup plus large, puisque ces armes étaient en quelque sorte le prix à payer, la compensation, l'assurance donnée à ces pays arabes, la protection américaine, en échange de la reconnaissance d'Israël, du fait de nouer des relations avec Israël. C'est la parole donc des États-Unis qui est en jeu, et on voit que c'est une parole qui est biodégradable. Elle ne dure que 4 ans. Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement, mais disons que, encore d'une manière encore plus large, un des enjeux de cette évolution, de cette adaptation, c'est bien évidemment, de la part de Joe Biden, le fait de dire que les États-Unis reviennent dans l'accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump avait dénoncé l'accord iranien avec les Iraniens. Joe Biden fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il fait le contraire de son prédécesseur. Oui, absolument. Faire le contraire de son prédécesseur, c'est la ligne désormais. Oui. Enfin, sur l'Iran, ça a quand même une signification plus précise, c'est-à-dire que c'est une façon de... Oui, ça, c'est très mauvais. 3, 2, 1, 0, quand on ment, immédiatement le téléphone sonne. Voilà. On va reprendre, Richard Labévière. Vous nous parliez de l'Iran, donc... Je crois que un des dossiers essentiels dans les relations internationales, sinon de la diplomatie américaine, concerne la sécurité, concerne ce rôle d'assurance-vie de l'État d'Israël.
Et aujourd'hui, la principale menace vis-à-vis d'Israël, c'est bien évidemment l'Iran. Et ces menaces de son potentiel de missiles, ces menaces, je veux dire, l'armée dans la région, l'Iran dans la région a une vraie armée, une vraie aviation et une capacité de missilaire absolument importante qui peut toucher l'ensemble des points du territoire israélien, ce qui a été répété à plusieurs reprises par le président Rouhani. Alors, on va en discuter. Vous allez nous parler de l'Iran, mais d'abord, Donald Trump avait inauguré son règne en se rendant à Riyad, premier voyage à l'étranger, en recevant dans le bureau ovale, premier hôte, Mohammed Ben Salman, le prince héritier, et il avait scellé donc une nouvelle alliance avec l'Arabie saoudite. Ils ont maintenu l'Iran la tête sous l'eau, et en échange, les Arabes ont enterré le rêve d'État palestinien. C'est à peu près ça, oui, le deal. Oui, bon. Oui, est-ce que Joe Biden, selon vous, va tout détricoter? Disons que Joe Biden a, je dirais, dans sa campagne et lorsqu'il était responsable un peu des affaires étrangères au Sénat, il a quand même réitéré et réaffirmé de manière très claire, très ferme, un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Cela dit, arrivé à la Maison-Blanche, il aimerait incarner la reprise d'un processus de paix, sinon de négociation entre Israéliens et Palestiniens. Et ça, semble-t-il, c'est une de ses priorités. Au-delà de première étape, revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien. Deuxième étape, relancer ce qu'on appelait à l'époque d'Arafat un processus de paix, oui, avec Israël et les Palestiniens. Alors, après la deuxième décision qu'a prise l'administration Biden, ça va être de déclassifier l'enquête, le rapport de la CIA sur l'assassinat de Jamal Khashoggi. Avec un peu de chance, on va enfin savoir où est passé le corps. Ce n'est pas sûr. Si le prince héritier est confondu, il aura du mal à s'asseoir sur le trône un jour. Il est, semble-t-il, impliqué, d'après différentes sources de services spécialisés. A priori, Mohammed Ben Salman aurait lui-même donné le feu vert de cet assassinat. Ça paraît possible, ça paraît plausible, ça paraît même vraisemblable. Voilà. Le contraire nous paraît douteux. Mais en conséquence de quoi ? On comprend bien que ses cousins qui le détestent et qui étaient en cours à Washington du temps où Joe Biden était vice-président, ses cousins tiennent leur revanche. Mais ça veut dire aussi que, sans avoir de certitude quant à l'Iran, il y a déjà une hypothèque qui pèse lourdement sur l'Arabie saoudite et les relations américano-saoudiennes. Non, mais une hypothèse d'une révolution de palais est toujours possible en Arabie saoudite. Oui. George Corm, l'historien libanais, dit que l'Arabie saoudite n'est pas un pays, c'est un conseil d'administration. Je veux dire, l'Arabie saoudite peut disparaître d'un claquement de doigts des Américains. Donc l'Arabie saoudite, c'est surtout des puits de pétrole qui servent principalement, historiquement, depuis l'Aramco, aux Américains, aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Bon, voilà. Le seul pays qui porte le nom de son propriétaire. Exactement. Alors, restaurer l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, c'est-à-dire, en quelque sorte, suspendre les sanctions, rendre aux Iraniens les pétrodollars qui leur appartiennent et faire semblant de croire à leur bonne foi, c'est-à-dire tenir le pari de Barack Obama. Vous y croyez ? Oui. Dans le nouveau contexte créé par l'arrivée de Biden et dans les réactions officielles des Iraniens, puisque d'une certaine façon, le président Rouhani a salué l'élection de Joe Biden d'une manière très biaisée et lénifiante, mais disons que okay, c'est un signal. Oui, mais le guide suprême, lui, a craché par terre, et donc... Parce que le grand Satan reste le grand Satan américain. Voilà, alors c'est justement ça, parce que les Français, les Européens, les Américains veulent élargir l'accord qui avait été si péniblement négocié et signé en 2015. Ils veulent l'élargir aux balistiques, ils veulent l'élargir aussi au soutien de l'Iran aux milices chiites qui sévissent, que ce soit au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban. Et donc, à la fois juguler l'influence régionale que l'Iran s'est si péniblement constituée, et en même temps lui couper un peu les bras en mettant son balistique sous contrôle.
Qui peut signer ça? Qui peut imaginer que les Iraniens en fin de règne, que le système iranien en fin de règne signe ça? Initialement, c'était des exigences américaines, avec toujours le pragmatisme qu'on leur connaît, d'utiliser le prétexte de cet accord sur le nucléaire pour l'élargir notamment aux missiles et au soutien de milices pro-chiites, pro-iraniennes dans la région, au Yémen, en Syrie et ailleurs. Bon. Mais ça, très clairement, les autorités iraniennes ont répété à plusieurs reprises qu'il n'était pas question que l'accord était le nucléaire, tout le nucléaire, mais rien que le nucléaire. Que ça, de toute façon, c'était absolument inenvisageable pour la partie iranienne. Et là, je crois qu'on... Mais pas que pour eux. Les Russes ont dit non, les Israéliens disent non, les Israéliens disent non en menaçant, en disant qu'ils ont de nouveaux plans, le chef d'état-major a expliqué. Ils ont mené que... depuis des opérations aériennes contre, soi-disant, des cibles iraniennes en Syrie. Mais en tout cas, ils ont mené plusieurs opérations depuis ces annonces, il y a quelques jours. Richard Labévière, vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Ça fait 40 ans que vous suivez ces dossiers-là. Ça fait 40 ans qu'on attend le grand marchandage irano-américain, 40 ans qu'on attend le grand règlement de compte irano-israélien, et rien n'est jamais venu. Vous y croyez maintenant? Vous pensez que ça va arriver? Enfin, disons que les conditions redeviennent favorables. Je ne lis pas dans le boule de cristal et je ne suis pas persuadé qu'on va finaliser cet accord, mais en tout cas, d'après les renseignements que nous avons, Joe Biden se fait fort d'en faire un des points importants de sa politique étrangère, avec la relance d'un éventuel processus de négociation entre Israël et les Palestiniens. Bon, d'ici là, les Libanais... Les deux questions sont liées. D'ici là, les Libanais seront tous morts? Oui. Parce qu'on a évoqué le Liban, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Écoutez, la situation, j'ai régulièrement mes amis du journal Al-Arbar au téléphone, la situation est complètement désastreuse sur le plan maintenant de la nourriture. Les gens font pousser des tomates sur leur balcon et sont plutôt dans leur maison à la montagne pour ceux qui ont la chance d'avoir cette possibilité. Mais la situation de vie quotidienne est dramatique, et doublement dramatique puisque aucun accompagnement pour la Covid a été prise, et donc là il y a un taux d'infection. Le pays est ravagé par le Covid en ce moment, en plus de toutes les misères qu'il connaît. Et à la suite de ça, les deux explosions ayant touché le port de Beyrouth, mais aussi la situation économique du système bancaire libanais, je dirais grâce, sinon à cause de Riyad Salamé, qui est l'homme des Américains, qui a été le patron de la Banque du Liban et qui gérait l'outil bancaire libanais, qui est par terre. Je veux dire, donc, l'économie libanaise était, je dirais, tenue, supportée, enfin, son infrastructure était liée à son système bancaire qui est par terre. Oui. Donc, le pays est dans une crise économique, crise financière, crise sociale épouvantable, crise sanitaire avec le Covid, et impasse politique toujours? Oui, parce que le pays n'a toujours pas de gouvernement, il a l'administration transitoire, et la classe politique, c'est le Parlement et ses 128 députés qui nomment un Premier ministre, n'a pas toujours trouvé de consensus pour trouver un nouveau Premier ministre. Il est très loin le voyage d'Emmanuel Macron à Beyrouth, acclamé par la population quand il exigeait que les choses changent. Un mot Daesh, on dit qu'il y a des cellules dormantes qui se sont réveillées un peu partout en Irak et que l'État islamique a repris du poil de la bête. Il n'est pas présent au Liban. Alors, il y a effectivement, vous avez raison Hervé, une recomposition de cellules d'une nouvelle génération de terroristes islamistes rattachés à Daesh et à d'autres organisations. Le point inquiétant au Liban, c'était la région de Tripoli et la région d'Ersal, dans le nord de la Bekaa, où là, l'armée libanaise avait pu se déployer, mais surtout, et là, même si ça ne fait pas plaisir de le dire, ou moi je l'écris régulièrement, c'est le Hezbollah et les forces spéciales du Hezbollah qui ont permis au nord
dans la Bécanor et dans la région de Tripoli, qui ont empêché l'infiltration de Jabhat al-Nusra et d'autres groupes qui auraient pu ainsi prendre un port et avoir une façade maritime sur la Méditerranée avec des projets de liaison maritime sur l'Afrique du Nord. Et ça, c'était des documents écrits et je dirais, très, très préoccupants et très inquiétants. Alors, c'est très inquiétant, et puis c'est la Méditerranée, et en fait, dont on vient de parler depuis le début de cette émission, et on se rend compte que l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient ont tous les pieds dans l'eau, dans cette mer-là. Et du coup, vous qui êtes officier de réserve, qui suivez les questions de défense et les questions de terrorisme, vous ne vous dites pas que la France perd son temps, son argent, son énergie, et use son armée au Sahel sans avoir de résultats, aucune perspective de victoire à court ou à moyen terme, alors qu'elle ferait mieux de se recentrer sur cette Méditerranée qui est réellement là un enjeu décisif et exige une présence affirmée? Certainement, il faudrait revenir à la doctrine Matéja, du général Matéja, des opérations extérieures des OPEX. Les trois conditions, c'était des opérations courtes, avec un point d'entrée, un point de sortie, des objectifs de l'ennemi clairement identifiés, et enfin, troisième condition, le support, l'aval de la représentation nationale. Bon, visiblement, on s'est enlisé, on s'installe trop longuement au Sahel, où là, nos intérêts sont liés surtout à des mines d'uranium et autres, sont très très ponctuels et ne concernent pas toute cette zone qui va des côtes de Mauritanie jusqu'à la Corne de l'Afrique. Et nous aurions effectivement, comme vous le sous-entendez, tout intérêt à nous recentrer sur notre proximité méditerranéenne et sur nos urgences en termes de matériel et de déploiement. Et ça je veux dire, le coût de l'opération Barkhane, Serval puis Barkhane au Sahel aurait payé 10 fois un deuxième porte-avions, j'y reviens. On a compris. 2 porte-avions, voilà. Un ne suffit pas. 2 porte-avions, sinon rien. Hein. 2 porte-avions, sinon rien. Voilà. Et donc, davantage de porte-avions et moins de Barkhane, c'est ça votre... C'est ça l'approche. En tout cas, non, de manière plus sérieuse, il s'agirait de reconfigurer et de revoir très très sérieusement nos déploiements des opérations extérieures au nombre aujourd'hui de 17. Alors on a des obligations de par notre siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, on a un contingent sur la ligne à Chypre, on a non d'accord, mais c'est des contraintes et des obligations. Mais là laissons ça aux Scandinaves et faisons la guerre, nous. Oui, faisons les choses sérieuses et sécurisons la Méditerranée qui est notre proximité immédiate. Voilà, c'est sur cette conclusion virile que cette émission va se refermer. Merci beaucoup à vous d'être venu nous présenter aussi cette nouvelle revue qui s'appelle Le Nouveau Conservateur. Et ce conservateur dit que tout ce qui élève unit, c'est du Charles Péguy, et c'est une bonne morale pour l'action. Merci à vous, Richard Labévière. Ainsi va le monde, et on se retrouve la semaine prochaine sur Télé Sud.